Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles au programme de Vox TV, évolution de l'école congolaise 60 ans plus tard. Quel apport sur les plans juridiques, structurels et pédagogiques? C'est de cela qu'il va être question avec notre invité, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Coligny-Makosso. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fou. Comment vous sentez-vous? C'est bien, merci beaucoup. Très bien. Le bac s'est bien passé? Vous venez de vous en rendre compte et nous nous apprêtons à publier les résultats dans les heures qui suivent. Le président de la République, monsieur le ministre, dans son discours, parle de progrès dans le secteur de l'éducation ou dans l'enseignement de manière générale. Quelles sont, selon vous, monsieur le ministre, les grandes avancées dans les textes juridiques qui régissent désormais l'école au Congo de 1960 à nos jours, et pourquoi toutes ces métamorphoses? Ah oui, on peut compter au total 5 grands textes, 5 lois qui ont régi le système éducatif congolais. La première, depuis l'indépendance, j'entends. La première loi, c'est la loi numéro 4461 du 28 septembre 1961, qui accordait donc le droit à l'éducation à tout enfant vivant sur le territoire congolais et qui avait énoncé les principes clés du système éducatif, notamment l'obligation scolaire de 6 à 16 ans, la neutralité du système éducatif, la neutralité de l'école et la gratuité de l'enseignement. Voilà. Et pendant donc la scolarité obligatoire, il devrait être respecté les grands principes, les grandes doctrines philosophiques et religieuses. Voilà, ça c'est la toute première loi. Et après, nous avons eu la loi du numéro 3265 du 12 août 1965, celle qui a décidé de la nationalisation de l'école. Voilà, avec les mêmes principes. Cette loi a gardé les principes d'obligation scolaire, les principes de neutralité scolaire, les principes de gratuité scolaire, mais elle visait beaucoup plus à ramener le système éducatif, à ramener les enseignements, l'école vers des réalités sociales locales. Parce qu'on supposait que après l'indépendance, malgré la loi de 1961, nous étions toujours comme calés sur le système scolaire colonial, les programmes coloniaux, les méthodes coloniales. Il fallait réfléchir sur une réappropriation, une forme de tropicalisation du système éducatif pour que ça obéisse aux réalités locales. D'où cette loi 3265 du 12 août 1965 sur la nationalisation de l'enseignement. Elle est appuyée par un décret important, un décret qui a été porté par le ministre Lévi Makani, le décret du 1er mars 1967, qui a créé une forme de métamorphose des diplômes certifiés, des examens certificatifs, notamment le brevet d'études moyennes générales et le brevet d'études moyennes techniques qui ont remplacé le brevet d'études du premier cycle à ce moment. Après, nous avons eu la loi 2080 de novembre 1980. Voilà. En 1980, après la nationalisation du système d'enseignement, nous arrivons en 1970, et ce sera la suite d'un colloque. Je vous parlerai des colloques, des grands rendez-vous qui ont marqué le système éducatif dans notre pays. Mais pour le moment, parlons des lois. Nous arrivons donc à cette loi de 1980 qui institue l'école du peuple, dont la réflexion avait été menée depuis le colloque de 1970. Alors, cette école du peuple avait pour mission principale de former des citoyens de type nouveau, pour qu'on puisse avoir une sorte de link, de lien entre la formation qu'on apprend à l'école et le travail que l'élève devrait avoir sur le terrain dans la vie quotidienne, entre l'enseignement de l'école et le travail à l'usine, pour créer des cadres productifs, parce que on s'était rendu compte jusqu'en 1970 et jusqu'en 1980 d'ailleurs que l'école était beaucoup plus tournée vers le culte de l'intellectuel. Avoir des diplômes, bien parler français, on pensait que c'était suffisant. Et lorsque le citoyen sortait de l'école, on ne le voyait pas à même d'appliquer dans la vie quotidienne ce qu'il apprenait à l'école, d'où l'idée d'aller vers ce qu'on appelait l'école du peuple, formulée depuis le colloque de 1970, qui s'est matérialisée par la loi de 1980. Après quoi, nous avons justement la loi 890 du 6 septembre 1990. Alors celle-là va être influencée par un autre phénomène. C'est un phénomène de coopération internationale. Vous voyez, en 61, c'était pour rompre, instituer l'obligation scolaire, parce que nous nous approprions notre système éducatif. En 65, c'est la nationalisation, c'est toujours des réalités locales. En 70,
notamment avec le colloque, puis en 1980 avec la loi, c'est l'adaptation de la formation à la vie pratique. Mais en 1990, c'est l'influence internationale avec ce qu'on appellera l'éducation pour tous. L'obligation faite aux États de garantir la scolarité à tous les élèves, et ça va amener le législateur congolais à travailler sur la loi de 90 portant sur l'éducation pour tous, et sur la même base d'éducation pour tous, cette loi va être reformée en 1995, ce qu'on appelle la loi martiale de Paul Ikunga. Voyez-vous, donc, on peut dire que le système éducatif congolais a été régi par 5 lois. Il faut dire aujourd'hui que cette loi de 1995 a fait son temps. Elle mérite une réforme qui doit donc intégrer les nouveaux agendas internationaux, notamment l'agenda 2063, et être formulée selon les objectifs de l'ODD 4, l'objectif du développement durable numéro 4, sur l'éducation pour tous et tout au long de la vie. Voilà les différentes étapes de réforme, les différentes lois qui ont régi le système éducatif. Mais il faut dire que ces lois ne naissaient pas ex nihilo. Ces lois naissaient à la suite d'importantes réformes, notamment à la suite des profondes réflexions. Il y a eu au total 4 colloques. Il y a eu le premier colloque sur l'enseignement du 3 au 6 avril 1967. Il y a eu le deuxième colloque du 17 au 22 février 1969. On a eu un troisième colloque du 20 novembre au 5 décembre 1970 et le colloque bilan sur l'enseignement qui a eu lieu en 1988. Voilà les grands moments dont on peut dire qui ont marqué le système éducatif de notre pays. On se rend compte, Monsieur le ministre, que le cadre juridique a finalement évolué. Mais sur le plan structurel, comment se présente l'école congolaise aujourd'hui, notamment sur la capacité d'accueil des apprenants? Une observation a été faite sur le pléthore des effectifs, surtout pour les classes intermédiaires. Et cela, Monsieur le ministre, remettrait, semblerait-il, en cause la qualité de la formation déjà à ce niveau-là. Ah, mais c'est vrai qu'on peut parler sur la qualité de l'éducation. Mais ce qu'il convient d'abord de dire, s'agissant de l'évolution en termes infrastructurels, c'est ce qu'a dit le président de la République. Voyez-vous, et le président de la République l'a rappelé, lorsque nous sortions de l'indépendance, on avait à peine 4 lycées. Si on peut ajouter le lycée de Mbunda qui recevait les élèves de différents départements et les orientait vers des formations spécifiques, on pouvait parler de 5. Mais les lycées en tant que tels, nous n'avions que le lycée Chaminade, nous n'avions que le lycée Savognin de Brazza, le lycée Victor Augagneur et le lycée Champagnan de Magua que nous construisons en 1958, donc après la proclamation de la République. Donc voilà les lycées qui ont existé. Il y avait ce qu'on appelle l'école des cadets, mais à ce moment, il n'y avait pas encore la composante du lycée. Donc vous voyez que tous les lycées n'ont été construits, n'ont été créés qu'après l'indépendance. Et le président de la République le dit, on a 63 lycées. Tous ces lycées, c'est l'œuvre des Congolais. Voilà. Et en termes de capacité d'accueil, et les collèges, n'en parlons plus, le président l'a dit, on en avait moins d'une dizaine, ce qu'on appelait les collèges pilotes, les collèges de ville, qui recevaient des enfants qui venaient de ce qu'on appelait les écoles de village. Avant l'indépendance, c'était difficile de parler d'une école à proprement parler. Voilà. C'était plutôt des écoles de village que les missionnaires géraient dans leur propre domicile. Voilà, on recensait quelques élèves comme ça, la majorité est des enfants des chefs terriens, les enfants de ceux qui devraient être au service du colon. On leur donnait une formation d'1 ou 2 années, soit le CP1, soit le CP1, CP2, voilà, pourvu qu'ils sachent rapidement lire, écrire et parler le français. Voilà. Et après, quand il a fini, on sélectionnait les meilleurs qu'on amenait vers le niveau de CE1 et CE2. Et ce n'est qu'après qu'on reprenait encore les meilleurs des meilleurs pour les amener dans des grandes agglomérations pour poursuivre la classe du CM2 pour le certificat et peut-être les premières classes du collège. Et on n'en avait que quelques-unes comme ça. Mais toutes les écoles, quand le président de la République parle aujourd'hui de près de 2000 écoles, sans parler des écoles privées qui sont construites par les Congolais, mais les écoles publiques, 2000 écoles, toutes ces écoles ont été construites par nous. Les collèges, on en avait, voilà, je parlais des collèges, on n'en avait pas une dizaine. Voilà. Aujourd'hui, nous avons 317 collèges, tous ces collèges que nous pourrons retrouver maintenant pratiquement dans chaque district.
dans chaque chef-lieu de district, vous avez un collège d'enseignement général, ce qui n'était pas le cas hier. Dans chaque chef-lieu de département, vous avez 1 ou 2 lycées, ce qui n'était pas le cas hier. Donc, en termes d'infrastructure, le Congo, oui, a fait un grand travail. Mais au-delà de l'infrastructure, la formation de l'élite, le capital humain. Je vous ai dit qu'avant l'indépendance, on peut même se poser la question si on avait 20 à 30 000 enfants qui allaient à l'école. Je vous ai parlé du mode de sélection. Voilà. Lorsque nous arrivons en 1965, quand nous nationalisons l'enseignement, nous avons 145 000 élèves, en tout et pour tout dans tous les niveaux, dans tous les cycles. Aujourd'hui, pour ne parler que de l'enseignement général, vous avez environ 1 400 000 élèves. Donc, de 1965 à maintenant, vous voyez l'évolution. Pratiquement 1 300 000 de l'enseignement général. Je ne vous parle pas de 56 000 de l'enseignement technique et professionnel. Je ne vous parle pas de 50 000 qui sont à l'université. Donc, en termes de formation, de valorisation du capital humain, d'éducation de l'élite, d'alphabétisation de l'élite, on voit le travail qui a été fait. Ce qui nous avait d'ailleurs valu, s'agissant de l'alphabétisation, le prix Krupskaya de l'UNESCO, au cours des années 1965, parce que à partir de ce moment, on commençait justement à montrer au cœur de l'Afrique que le Congo était ce pays qui avait mis un accent particulier sur l'alphabétisation, au point où on avoisinait les 100% du taux d'alphabétisation. Donc, en termes effectivement de formation de l'élite, en termes d'infrastructure, un grand travail a été fait. Vous parlez de la qualité de l'enseignement. Oui. C'est une problématique. Aux effectifs qui sont pléthoriques. Oui, mais ça veut dire que nous devons fournir davantage d'efforts, on doit investir davantage en tenant compte du fort taux de la forte population scolaire. La fenêtre démographique est faite dans notre pays, j'étais en train de vous le dire, de sorte que on a pratiquement le tiers de la population qui est à l'école. Voilà. Il faut donc de gros investissements pour garantir la formation à tout ce tiers de la population. Ce que vous n'aurez pas dans d'autres pays. Vous avez dans certains pays d'Afrique où le taux de scolarisation est peut-être au 5e, au 6e, au 7e. Le Congo est celui qui a le tiers de sa population sur le banc de l'école. Donc, ça demande de gros investissements et c'est pourquoi nous constatons qu'il y a des classes pléthoriques. Un travail mérite d'être poursuivi pour garantir à tous des conditions idoines d'apprentissage. Sinon, la solution qui aurait été la plus facile que le Congo n'avait jamais voulu adopter, c'est réduire le taux d'accès à l'école. Comment? Par exemple, en sortant du système scolaire normal, tous ceux qui ont des difficultés. Dans d'autres pays, lorsque quelqu'un a repris la classe 1 ou 2 fois, par exemple, il est totalement sorti du système scolaire formel. Le Congo ne le fait pas. Le Congo garde aussi longtemps que l'enfant a toujours sa volonté d'apprendre, aussi longtemps qu'il a encore l'âge, jusqu'à 23 ans, le Congo garde ses enfants à l'école malgré les difficultés et procède par des remédiations. C'est pour cette raison que nous avons effectivement ces effectifs. Voilà. Nous avons compris, Monsieur le ministre, puisque vous parlez de la qualité de la formation, nous allons aborder l'aspect pédagogique à présent. Monsieur le ministre, la question pédagogique, ou si vous voulez, celle des programmes de formation, est-ce que le Congo a-t-il gagné en contenu? Y a-t-il des compétences palpables en fin de cycle? Un constat a révélé également qu'au niveau de l'université, des étudiants écrivent avec beaucoup de fautes. Et là également, ça peut remettre en cause la crédibilité de nos diplômes, Monsieur le ministre. La qualité de l'éducation est ce qui préoccupe tous les systèmes politiques à travers le monde. Ce n'est pas un problème propre au Congo. Vous verrez partout. Vous irez en Europe, vous irez en Asie, vous irez dans tous les pays d'Afrique. Le problème se pose en termes de la qualité de notre système éducatif. Et c'est vrai, il y a des choix à faire. Et nous nous en rendons le plus facilement compte parce que nous avons placé l'excellence depuis le début de toutes les réformes, justement. Voilà. On met à côté de l'obligation scolaire, de la démocratisation de l'enseignement, on met aussi un accent sur l'excellence. Mais qu'appelions-nous par excellence? Par excellence, on entendait celui qui était capable, après un cycle, de bien parler français, voilà, bien parler la langue de Molière, formuler de belles phrases, respecter les accords, respecter la syntaxe, sans se soucier de est-ce que c'est ce qu'il fera sur le terrain, est-ce que c'est ainsi qu'il se comportera dans la pratique. Ça amenait les gens
à jouer sur les pourcentages des taux d'admission aux examens d'État. Voilà. Après, on se disait, tant qu'on n'a pas fait un fort pourcentage, ça veut dire que la qualité de l'éducation n'est pas bonne. Voilà. Je voudrais déjà intervenir sur cette question. Ce sont là des schémas tout à fait erronés. Erroné de penser que la qualité du système éducatif devrait être évaluée en fonction du taux d'admission. Et je vous le dis, de 1963 à maintenant, vous pouvez imaginer, je prends les éléments à partir de 1963 sur notre possession. Nous avons eu, parlant du baccalauréat par exemple, 11 fois, c'est pendant 11 années, de façon parsemée comme ça, que le taux le taux d'admission au baccalauréat aura dépassé 50%. 11 fois. Alors, dans une seule fois, avec 75%, c'était en 1970. Après, nous avons 5 fois où le taux d'admission a dépassé 60%. Nous avons 5 fois où le taux d'admission au baccalauréat a dépassé 50%. 3 fois où il a dépassé 40% et 8 fois où il a dépassé 30%. Si vous enlevez donc 32 années sur les 25 autres, vous avez un taux qui oscille entre 10 et 20 et quelques pourcents. Il est faible. Il est faible. Ça veut dire que la moyenne de notre qualité en termes de pourcentage serait de 30%. C'est l'effort à faire. Est-ce pour autant que nous avons perdu la bataille de la formation, de la scolarisation? Non. Nous avons un pays où pratiquement 80% de sa jeunesse communique en français, écrit en français, voilà, commerce en français. Cette bataille est donc gagnée. La qualité, oui, parce que nous avons généralisé la formation. Et lorsque on veut sonder les élèves, vous dites à l'université, vous avez des enfants qui écrivent avec des fautes. Non. Ces enfants, et ça veut dire que vous les jugez en fonction de leur capacité à écrire. Mais ils sont intelligents. Voilà. Ils peuvent être informés. Ils peuvent avoir été intelligents. Ils peuvent être intelligents dans plusieurs autres domaines. Si l'on avait créé une sorte de filtre à ce moment, ceux qui ont des lacunes dans l'expression auraient pu être orientés vers d'autres horizons. On ne les aurait pas retrouvés à l'université. Il faut donc créer d'autres relais pour l'orientation des enfants, de sorte qu'ils ne soient pas tous obligés d'aller à l'université où on devait écrémer, ne devrait poursuivre ses études universitaires en tenant compte de la conception congolaise de l'élite que ceux qui auraient été sélectionnés parmi les meilleurs dans le domaine de la formation académique. Voilà. Celui-là qui écrit avec des fautes aurait pu être peut-être orienté vers un autre secteur qu'il serait performant à ce niveau. Et comme nous n'avons pas encore mis en œuvre une vraie politique d'orientation de nos enfants, nous nous retrouvons avec tous ces élèves à l'université et on annule les efforts des meilleurs par la référence qu'on fait souvent aux moyens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, malheureusement. Comprendre, Monsieur le ministre. Voilà. Mais nous allons avancer une dernière préoccupation. C'est sur les perspectives pour l'école de demain. Quelle est votre vision là-dessus et pour quel concept? Vous avez entendu parler de l'école du développement, quelque chose comme ça. L'école du développement durable. Voilà. C'est cette école, justement, qui permet de mieux orienter les enfants vers les réalités du développement économique de nos pays. Parce que, comme on était en train de vous le dire, fini le culte du diplôme à tout prix qui amène les gens à utiliser même des mécanismes frauduleux parce qu'il lui faut nécessairement avoir le diplôme pour se retrouver à l'université et ne pas être sûr d'achever ses études à l'université, donc comprendre quelque chose. Non, l'école du développement durable est cette école qui permet à l'enfant de recevoir en même temps cet enseignement théorique que l'enseignement pratique qui puisse lui permettre d'être actif, d'être un acteur du développement dans le pays. L'école du développement durable, telle que l'entend Denis Sassou Nguesso, est cette école qui ramène l'enfant dans ses origines, dans sa source, le rôle qu'il doit jouer dans sa communauté, le rôle qu'il doit jouer pour le développement de son pays, le rôle qu'il doit jouer dans la société. L'école du développement durable est celle-là qui allie les méthodes de travail,
les méthodes d'apprentissage, les moyens d'apprentissage. Nous sommes ouverts à la technologie, nous sommes ouverts au numérique. Vous avez des enfants, même sans avoir le CEP, mais ils vous développent de ces applications sur Internet, vous n'avez aucune idée. Voilà. Comment prendre en main ces enfants et savoir les orienter vers les métiers de leur passion, les métiers certainement de leur vocation. C'est l'école du développement durable. Et s'agissant des méthodes, oui, nous sommes passés des méthodes mnémotechniques, nous avons expérimenté des méthodes actives, nous sommes obligés aujourd'hui en train d'envisager, oui, ces nouvelles approches pédagogiques qui tiennent compte des outils modernes que nous avons et qu'il faut qu'on mette ces outils modernes. Nous l'avons expérimenté au travers de l'école à domicile avec la continuité pédagogique. Ce sont ces outils que nous devons remettre au centre de la formation de nos élèves pour que l'on tranche avec cette formation purement académique, purement l'ivresse et qu'on étudie la mise en œuvre des méthodes informelles de formation et de scolarisation de nos enfants. Monsieur le ministre, vous avez répondu à une question de relance, comme on aurait dit en journalisme. La question était celle de savoir, avec la pandémie de la Covid-19, comment est-ce que vous envisagez la suite? Mais vous avez répondu avec l'école à domicile. On attend maintenant les résultats après la proclamation. Vous avez déjà vu que nous sommes en train d'y travailler avec tous les acteurs, les partenaires techniques et financiers, mais surtout tous les acteurs du groupe des partenaires de l'éducation, l'UNESCO, l'UNICEF, la Banque mondiale, le PAM, et ainsi de suite, pour savoir comment nous allons envisager l'année scolaire prochaine, qui va se tenir dans un contexte inchangé à celui de l'année dernière, de l'année scolaire dernière, donc avec les mêmes contraintes de distanciation physique, avec les mêmes contraintes sanitaires. Et nous sommes déjà en train d'y travailler pour réfléchir sur les nouvelles approches pédagogiques. Nous avons soumis la réflexion gouvernementale à tous ces acteurs. Nous avons reçu leurs orientations et c'est ce qui sera appliqué. Le baccalauréat, oui, si tout marche bien, vous aurez les résultats dans les heures qui suivent, à partir de demain. Un peu trop rapide. Lundi. Oui, mais parce que les réformes faites au niveau du ministère de l'Enseignement font que, effectivement, nous soyons capables de traiter les résultats de baccalauréat en 2 semaines. Et c'est le pari qui vient d'être gagné. Je dirais, en 3 semaines, oui, le pari est gagné. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes Anatole Coligny-Makosso, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Avec vous, nous avions effectué ce voyage dans le passé, pour voir comment est-ce que l'école congolaise a évolué 60 ans plus tard, monsieur le ministre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de notre entretien avec le ministre Coligny-Makosso. Je vous laisse en compagnie de Christian Zedeng-Lonyongo et de Desmond pour la suite des très très bons programmes sur Vox TV.